Bonjour et bienvenue donc à cette webconférence. Alors nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous parler de la revue des talents et donc de ces 5 bonnes pratiques. On va passer une petite demi-heure à échanger avec Cécile sur ce sujet et puis on s'accordera un petit quart d'heure pour répondre à vos différentes questions. N'hésitez pas à nous solliciter dans la zone Q&R du Webikeo afin qu'on puisse récupérer ces questions et échanger et essayer d'y répondre après avec vous. Avant tout, on va se présenter. Donc voilà, pour commencer, je suis Karl Kilissi, consultant RH pour la société ADP. Et donc je suis accompagné de Cécile Abémonti, également consultante RH chez ADP. Donc ADP, pour le petit mot, acteur principal dans le secteur de la paye et des ressources humaines. On compte un peu plus de 2000 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire français et nous sommes également présents à l'international. Alors pour commencer ce webinaire sur la revue des talents, nous allons voir quelles sont vos préoccupations actuelles. Aujourd'hui, les entreprises reconnaissent avoir certaines difficultés à attirer, fidéliser et engager. Karl, peux-tu nous en dire un peu plus sur le sujet ? Alors effectivement, si on veut reprendre un petit peu ces 3 préoccupations qui sont aujourd'hui au cœur des entreprises, on a essayé de les étayer avec des informations issues effectivement d'enquêtes de différents organismes. Si je reprends effectivement le côté attiré, aujourd'hui on s'est appuyé sur une enquête provenant de l'INSEE émise en 2017 qui émet effectivement que sur la population de cadres, nous sommes avec une situation de plein emploi, avec simplement 3,5% de chômage, ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui on rencontre une réelle difficulté à attirer des collaborateurs au sein de nos entreprises. Sur la deuxième préoccupation, qui est plutôt sur l'aspect fidélisation, là on est parti effectivement sur un baromètre émis par Monster qui dit que 40% des actifs pensent changer de poste dans les 2 prochaines années. Ce qui fait qu'effectivement, on a aussi ce phénomène de turnover qui est présent au sein de nos entreprises. Enfin, pour la 3e préoccupation, là, effectivement, c'est une enquête émise par Universon qui dit que voilà, 50% des salariés et des actifs aujourd'hui ont peur de stagner dans leur job et donc ne voient pas de possibilité d'évolution au sein de leurs entreprises. Donc, on peut dire que afin de contrecarrer un petit peu toutes ces difficultés rencontrées au sein des entreprises, mettre en place une revue des talents peut être une solution. Et aujourd'hui, il faut savoir que pour préserver nos talents présents en entreprise et de les faire grandir, ça coûtera forcément un peu moins cher que si on était amené effectivement à recruter. Et là, effectivement, on s'est appuyé sur une statistique émise par effectivement les Échos, excusez-moi, qui dit que le coût moyen de salaire de remplacement d'un potentiel, c'est de 2 ans. Donc, effectivement, pas facile derrière de garder un collaborateur dans cette situation. Tout à fait. Et il faut également voir que 45% des employés à fort potentiel pensent qu'ils doivent quitter leur organisation pour progresser dans leur carrière. Ce qui montre l'importance de mettre en place une revue des talents dans l'entreprise. Et alors, Karl, on peut se poser la question, quels sont les principaux critères de la revue des talents ? Alors, on peut partir effectivement en cartographiant les différents axes sur lesquels on va pouvoir travailler au niveau de la revue des talents. Je dirais que la première chose, ça va être vraiment de se dire qu'il faut essayer d'identifier au sein de l'entreprise et au travers de cette revue des talents les hauts potentiels, voire effectivement les postes clés. À la suite de ça, on va utiliser effectivement un outil d'évaluation qui va nous permettre de mesurer effectivement la performance d'un collaborateur et donc son potentiel dans la même lignée. Ensuite, on va également évaluer au travers de la revue des talents le côté est-ce que mon collaborateur est sur un risque de départ et s'il quitte l'entreprise, quels sont les impacts que cela va engendrer. Derrière, effectivement, au travers d'entretiens menés avec les collaborateurs, on va avoir une remontée d'informations relatives à des souhaits de mobilité et on va également avoir les mobilités qui sont déjà pré-envisagées par l'employeur pour certains collaborateurs identifiés comme talents. Donc là aussi, la revue va nous permettre d'identifier un petit peu toutes ces mobilités qui sont à organiser au sein de l'entreprise.
Et enfin, je dirais qu'il faudrait également travailler au niveau de la revue des talents sur un 5e axe, qui est donc le plan de remplacement, c'est-à-dire pouvoir identifier les successeurs de ces futurs gens qui vont évoluer et également déjà anticiper le côté est-ce que j'ai un backup qui est capable d'assurer ponctuellement le poste clé ou de venir remplacer le talent qui est en absence. Afin de se projeter, je dirais, en amont dans ces enjeux d'une revue du talent dans l'entreprise, on va définir un petit peu avant ce qu'est un talent. Car aujourd'hui, effectivement, si on s'appuie sur une étude qui a été menée par le cabinet Kienbaum, dans 68% des entreprises, seules les personnes ayant un fort potentiel pour des postes clés sont considérées comme un talent. Là-dessus, Cécile, est-ce que tu peux nous synthétiser un petit peu les attentes qu'ont les entreprises vis-à-vis d'un haut potentiel? Bien sûr, Karl. Ce mot de haut potentiel est identifié par plus de 88% des entreprises comme le caractéristique du talent. Alors, qu'est-ce qu'un haut potentiel? La plupart des entreprises le caractérisent ainsi, comme une personne ayant la capacité et la volonté d'évoluer, une personne engagée, capable de prendre des postes de direction, qui a le sens des responsabilités et qui a également une performance élevée. On a donc ici une double analyse, c'est-à-dire le côté performance, avec au final les objectifs, ce que fait le collaborateur au quotidien, mais également cette partie un peu plus qualitative qui est le potentiel. Donc, par rapport à ça, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on considère un nombre limité de collaborateurs comme étant un potentiel, ou plutôt, est-ce que chaque collaborateur a du potentiel? Cette différence tient de la vision que chaque entreprise a de la gestion du talent. Ainsi, pour faire du talent management un levier efficace de performance, il est important de repenser la définition des talents et d'élargir au maximum cette cible. Cela permet ainsi d'avoir une diversité réellement enrichissante en termes de talents. Ainsi, on sait que chaque entreprise est différente, avec ses valeurs, ses besoins en termes de talent. Pour répondre à cela, il est intéressant de savoir si on ne peut pas définir un portrait robot du talent. Karl ? Alors si, bien sûr, on peut. Si on travaille effectivement sur cette notion de portrait robot, ce qui ressort le plus au travers d'une enquête émise effectivement par l'ANDRH, c'est ce côté sens des responsabilités, qui est vraiment la compétence attendue pour un haut potentiel. Vient derrière l'engagement pour l'entreprise, qui va venir en fin de compte un petit peu dans le même esprit que ce sens des responsabilités. En troisième position arrive effectivement le côté adaptation. Et c'est pour traduire derrière, je dirais, la pression de l'environnement qu'il peut y avoir sur la gestion du capital humain. Et donc aujourd'hui, l'accélération du business fait que les talents peuvent être mis en situation un petit peu plus vite que prévu. Enfin, on retrouve dans les différentes compétences la performance opérationnelle, qui là aussi a un rôle essentiel. On va considérer que le talent doit être directement utile aux opérations, en fin de compte. On le voit comme quelqu'un qui va nous apporter un amas de productivité ou qui va effectivement engendrer une meilleure relation vis-à-vis du client. Enfin, il est souhaitable dans les entreprises aujourd'hui que le talent accompagne et développe également son entourage professionnel qui l'entoure. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus besoin et dans la recherche d'un talent qui va se la jouer collectif, dirons-nous. Voilà un petit peu Cécile, si on veut faire le portrait robot de notre haut potentiel et des compétences qui lui sont associées, ce que l'on peut y dire. Nous allons maintenant, une fois qu'on a vraiment défini ce cadre, voir l'aspect des enjeux de la revue des talents. Alors on va la voir sous 3 angles, dirons-nous. Il y a le premier lien de la revue des talents avec effectivement la stratégie de l'entreprise. On verra dans un second temps également le côté fidélisation des talents au sein de l'entreprise. Et on abordera dans un troisième temps effectivement l'apport et l'implication qui est souhaitée dans la revue des talents par le manager en fin de compte.
Alors, sur l'aspect stratégie d'entreprise, il est intéressant, je pense, de corréler le taux de croissance de cette entreprise avec ses pratiques en gestion des talents. Le but étant de voir si la gestion des talents influe vraiment sur la croissance de l'entreprise. Cécile, est-ce qu'il existe réellement un lien entre les deux? La réponse est positive, car selon une étude de la NDRH, 56,25% des entreprises qui mettent en place une gestion des talents sont des entreprises à forte croissance. Et parmi justement ces entreprises à forte croissance, 25% d'entre elles ont plus de 20 jours sur la gestion des talents. Ce qui montre que la gestion des talents est au cœur de la croissance des entreprises. Ainsi, ces entreprises réduisent de manière significative et pérenne le taux de turnover, ce qui est fondamental. On sait aujourd'hui que l'attraction et la rétention des talents est quelque chose d'important et quelque chose de très difficile, que cela permet la croissance de l'entreprise. Ainsi, à travers cette enquête, on peut mettre en avant des résultats sur la revue des talents. Tout d'abord, le meilleur engagement des collaborateurs pour 59,3% des entreprises. Cela montre bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, Karl, ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'importance de ces talents et de les garder dans l'entreprise. Bien sûr. Ensuite, on a la meilleure adéquation des compétences aux besoins futurs de l'entreprise à 58,7%, ce qui montre cette vision à long terme qui est nécessaire pour l'entreprise. Puis la meilleure adéquation des compétences aux exigences du poste à 50,6%. Là, on est plutôt sur une vision à court terme. Au final, on peut se dire qu'on a une approche qui doit allier en même temps la performance de l'entreprise et la gestion du capital humain. Ainsi, la revue des talents et la gestion des talents est plutôt un exercice à faire sur le moyen-long terme. Cela permet en effet de s'adapter au contexte de l'entreprise car, on le sait bien, les talents fluctuent. Il faut réussir à les motiver de manière pérenne et les objectifs de l'entreprise également changent. Donc il faut toujours s'adapter. En travaillant dans le temps, l'entreprise voit alors la valeur ajoutée de la gestion des talents à travers la baisse du coût, en termes de recrutement et en termes de formation, étant donné qu'il y aura un turnover qui sera moindre. De la même manière, on verra une optimisation de la flexibilité avec une entreprise qui sera justement décloisonnée vis-à-vis des rôles et des missions de chacun pour explorer et valoriser toutes les aptitudes. Un renforcement de l'intelligence collective et de la collaboration avec la transversalité des savoirs et des compétences, et enfin, de se doter d'un avantage certain face à la concurrence, étant donné que ce vivier de talents va permettre à l'entreprise de réajuster ses besoins lors de crises ou lors de transformation de la société. Ainsi, il faut voir que le stéréotype que l'on a du talent, qui est un jeune dynamique, peut être mis de côté, car souvent les talents sont déjà présents au sein des sociétés. Elles sont présentes dans les commerciaux de terrain, dans les techniciens, dans tous les postes qui sont tous des postes clés pour justement construire l'avenir de l'entreprise. Ainsi, Karl, il est vraiment important de se poser les bonnes questions pour mettre en place une revue des talents efficace. Quelles sont les compétences dont l'entreprise a besoin pour demain ? Qui sont les personnes porteuses de ces compétences? Quelles seront les personnes porteuses de ces compétences demain? Et quels sont les moyens à la disposition de l'entreprise pour justement mettre en place cet avenir de manière sereine, que ce soit d'un point de vue humain, financier ou logistique. Ainsi, on peut voir que dans plus de 3/4 des entreprises, la revue des talents est un moment où plusieurs acteurs rentrent en jeu. Le manager, la direction, les ressources humaines, tout cela dans le but d'avoir une vue plus globale de la gestion des talents. La force de la revue des talents est d'être un objectif et un moment collectif. On y croise alors les différents regards.
L'objectif est bien de développer un vivier de salariés que l'on aura identifié et de mettre en place des plans d'action sur eux. Pour ce faire, il est important d'être transparent vis-à-vis des salariés afin qu'ils aient bien connaissance de la revue des talents, de ce qui va être fait et d'apprécier en effet leurs compétences pour voir leur capacité à évoluer, pour aussi les dynamiser et donc qu'eux puissent mettre en place des chemins pour y accéder. Ainsi, Karl, quel lien peut-on faire entre ce processus et la revue des talents et le talent ? On peut dire que effectivement, cette transparence dont tu parlais, Cécile, vis-à-vis du talent, va vraiment avoir une réelle vocation vis-à-vis de lui, celle de le nourrir. Notamment dans sa prise de conscience, il va s'apercevoir que l'entreprise mise sur lui, mais également, là aussi, dans sa motivation. Tout au long de son parcours, il va falloir veiller à susciter un environnement vraiment favorable autour de lui, dans le but de développer encore plus ses compétences attendues sur le poste futur, et donc de développer et de mettre en avant son talent. Par exemple, en créant donc une certaine marge de liberté vis-à-vis de ce salarié, on va le responsabiliser, on va le challenger sur des missions transverses dans l'optique qu'il s'épanouisse et qu'il donne pleinement effectivement l'attendu à son poste. La mobilité professionnelle et géographique a également un vecteur de fidélisation et de développement bien sûr du talent. Au vu des possibilités d'évolution que ça peut offrir, et de plus pour l'entreprise, ça a un impact sur les coûts, bien sûr, puisqu'on va considérer qu'un collaborateur qui va avoir cette mobilité au sein du groupe va déjà avoir la connaissance de la culture de l'entreprise, de l'environnement, et effectivement son intégration sur son nouveau poste sera effectivement la facilité. La question est maintenant, je dirais, Cécile, de savoir quels sont les moyens que l'on a au sein de l'entreprise pour pouvoir développer nos talents. Alors, Karl, on peut voir que pour plus de 9 entreprises sur 10, les moyens pour développer les talents passent avant tout par la formation. On a ensuite le mode projet avec 73,7% et les missions transverses avec 68,8%. Donc, on met en avant l'apprentissage en faisant et socialement. Mais cela va également dans le sens du 70-20-10, où on va retrouver le coaching et le mentoring, qui sont d'autres formes d'apprentissage beaucoup plus informelles. Ainsi, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises accompagnent au long cours leurs talents, en mettant en place des programmes spécifiques et également en mettant en place des plans individuels de développement. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec la loi à venir, le collaborateur a les clés de son destin professionnel entre les mains. Donc, il faut responsabiliser le collaborateur et l'engager dans cette démarche. L'enjeu va alors être double. D'une part, pour le collaborateur, on va lui offrir les opportunités d'évoluer, les opportunités de se développer sur de nouvelles missions. D'autre part, on va fidéliser les talents, lui donner plus de visibilité sur le poste qu'il va occuper plus tard sera dans un second temps. Il faudra d'abord, en effet, mettre en place des actions pour cela. Ainsi, on peut se dire qu'au-delà du programme ou des moyens mis en place, le management occupe une place fondamentale pour la fidélisation des talents. Le manager doit donc avoir une place importante dans la revue des talents et dans la gestion des talents. Karl, peux-tu nous en dire un peu plus sur le sujet ? Alors oui, alors là, c'est pareil, on va s'appuyer sur une enquête qui est issue effectivement de l'ANDRH, où on voit les principaux acteurs qui agissent et qui évaluent les talents. Il en ressort quoi ? Il en ressort que c'est effectivement le responsable hiérarchique direct à 82,2% qui est l'acteur principal dans l'analyse et l'évaluation des compétences et du potentiel, de la performance d'un talent.
Ensuite, derrière, bien sûr, la fonction RH à 73,4%. Et après, on retrouve à peu près sur un pied d'égalité les fonctions hiérarchiques N+2 et effectivement un collectif de personnes, avec le CODIR par exemple, qui va reprendre effectivement ce rôle-là. Là, on voit vraiment, au travers de cette statistique, le rôle essentiel du manager dans son implication au niveau de cette revue des talents. Et pour asseoir ce rôle clé, le manager va s'appuyer également sur des processus qui vont être, par exemple, l'entretien annuel, ça peut être également un entretien mensuel individuel, genre style one-to-one, et dans certains cas, pour les entreprises, on va mettre en place même une revue du personnel qui va permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Le but étant effectivement derrière d'aboutir à la détection des talents présents dans l'entreprise et donc de les intégrer dans cette talent review. Le manager, il est donc au cœur de la détection des talents. Il doit être bien sûr la personne référente, car il connaît le talent, il connaît ce qu'il a réalisé aujourd'hui sur son poste et il connaît les évolutions qu'il met en pratique au quotidien. C'est à lui donc de valoriser ces talents qu'il a dans son équipe, en mettant effectivement en valeur le parcours qu'il a pu réaliser, les expériences qu'il a pu acquérir et les compétences qu'il a pu développer. Les souhaits de mobilité également et les projets professionnels qu'il a pu émettre ou discuter avec le collaborateur lors de son entretien annuel. À noter là aussi l'importance que l'on doit accorder à la communication et à la transparence entre le manager et les équipes RH. L'équipe RH étant là normalement dans une posture de support des managers et leur apportant effectivement les outils nécessaires à la bonne évaluation de leurs collaborateurs. On comprend mieux donc maintenant, au travers de cette analyse, que le rôle du manager d'aujourd'hui, il est vraiment centré sur la gestion du capital humain. Et dans cette gestion du capital humain, on va bien sûr intégrer les talents. On le voit bien, donc le manager, il a un rôle fondamental pour bien motiver et fidéliser ses talents. Cécile, est-ce que tu peux nous guider sur les deux principes qui vont être utilisés par les managers dans l'optique effectivement d'être dans cet accompagnement des talents? Alors dans cette optique d'accompagnement des talents, comme tu le dis Karl, on peut cibler deux principaux objectifs, deux principales choses à mettre en place. Donc d'une part, multiplier les cadres de travail collaboratifs et d'autre part, offrir la possibilité d'agir par eux-mêmes. Mais quand on tombe par multiplier les cadres de travail collaboratif, aujourd'hui on sait que les talents ont vraiment besoin d'être motivés, que l'on donne du sens à leur travail. Ce sens doit être donné au niveau de l'entreprise, mais plus largement et de plus en plus souvent au niveau de la société en elle-même. Ainsi, au travers de cela, il faut mettre en valeur la contribution personnelle de chacun et ne pas hésiter à solliciter des réunions d'équipe, des réunions au niveau de l'entreprise où on mettra en avant le collaborateur. En effet, il ne faut pas oublier que la clé d'un management efficace reste la confiance. Une confiance qui se traduit à travers la responsabilisation des talents. Donc il faut bien expliquer, donner du sens, responsabiliser. C'est en effet un travail qui est collectif. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il est très important d'avoir une communication qui va être transparente entre le manager et le talent. Enfin, il ne faut pas hésiter à solliciter les initiatives, créer des opportunités de recherche de solutions vis-à-vis des talents et être ouvert en tant que manager aux opportunités et notamment aux suggestions que vont faire les collaborateurs. Enfin, il ne faut pas oublier de faire en tant que manager des suivis réguliers avec les talents pour justement garder cette adhésion, cette fidélisation du talent et garder ce lien et cette implication sur le long terme. En somme, nous avons vu dans cette première partie le cadre de la revue des talents et nous allons maintenant pouvoir vous présenter les 5 bonnes pratiques de la revue des talents.
Karl, peux-tu nous en dire un peu plus sur le sujet ? Alors effectivement, on va sur la première bonne pratique parler, je dirais, de différenciation. Différenciation, on l'entend sous quel principe ? Ça veut dire que tous les talents n'auront pas aujourd'hui accès aux mêmes opportunités. L'enjeu donc pour l'entreprise est bien d'expliquer ces critères d'identification et d'évaluation. Et bien sûr, derrière, de les partager. De les partager, ce qui va permettre effectivement d'éviter toute ambiguïté sur la nomination d'un talent à un poste clé. L'objectif est donc d'être en capacité de justifier que le talent qu'on aura choisi a bien les compétences voulues pour générer la performance attendue, bien sûr, dans les fonctions qu'on lui a envisagées. Alors Cécile, sur quel type de critères pourrait-on se baser dans cette optique de différenciation ? Alors, on a 3 critères principaux. Le potentiel, l'expertise et la performance. En fonction des enjeux de l'entreprise, on va pouvoir se baser sur un ou plusieurs de ces critères, ce qui va nous permettre justement de mettre en place des populations précises, telles que les hauts potentiels, les top performers, nos experts clés au sein de l'entreprise. Et donc, cela nous permettra de mettre en place des plans d'action qui seront précis et identifiés pour les développer. Par rapport à ça, on peut voir également la deuxième bonne pratique. Cette deuxième bonne pratique sera la révision des schémas, c'est-à-dire sortir du cadre. En matière de parcours dans l'entreprise, les schémas préétablis sont nombreux et certaines frontières gagnent à être révisées. Sur les modalités, tout d'abord, le modèle dominant avec un parcours vertical réalisé dans une fonction donnée est souvent celui qui est vu comme le seul possible. Mais une talent review est vraiment un outil de prospection qui permet de mesurer l'évolution possible d'un talent au sein de l'entreprise et également de voir l'ensemble des talents disponibles, donc l'ensemble des ressources disponibles pour l'avenir et pour faire croître l'entreprise. Au-delà de l'anticipation de l'entreprise et de ses besoins, une talent review peut être aussi l'instrument de la transformation de cette entreprise, en favorisant notamment les passages de métier à métier, de secteur à secteur, avec comme objectif de casser avant tout ces silos. Ainsi, s'en tient-on aux seules évolutions verticales ou envisage-t-on des évolutions qui vont plutôt être horizontales, Karl ? Alors, l'objectif et la force d'une revue des talents, dirons-nous, c'est que suite à ces échanges entre managers et RH, on va développer un vivier de salariés au potentiel évalué. Ensuite, dans un second temps, on va être dans l'accompagnement, avec effectivement des plans de développement individualisés. Pour rendre effectivement cette revue des talents efficiente, quelques règles sont malgré tout à prévoir. Déterminer vraiment les catégories cibles qu'on souhaite intégrer dans cette People Review et qui serviront effectivement derrière au classement des collaborateurs examinés. L'évaluation doit donc prévoir des degrés de potentialité qui vont être différents dans l'optique de dessiner la cartographie des éventuelles évolutions qui peut se présenter dans l'entreprise. On peut prendre quelques exemples, Cécile, c'est-à-dire d'identifier par exemple nos talents prometteurs, nos managers en devenir, nos futurs directeurs. Si on veut être un peu plus pragmatique, je dirais, c'est de désigner un petit peu les postes cibles qu'il y a dans l'entreprise. Enfin, la troisième bonne pratique d'une revue des talents va être dans le côté préciser les rôles de chacun. En matière de gestion des talents, on peut être amené à identifier 3 acteurs. Il y a effectivement le manager, qui est l'acteur de proximité. Et on en a parlé précédemment, Cécile, on voit l'importance qu'il a dans cette revue des talents. Ensuite, il y a le collaborateur, qui lui, de plus en plus, dans l'ère où on est aujourd'hui, considéré comme étant acteur de sa carrière. Et dans ce rôle de « je suis acteur de ma carrière », il va falloir quand même développer avec lui une relation d'adulte à adulte. C'est-à-dire, on va lui donner les moyens de jouer son rôle de premier plan, en fin de compte, dans la construction de son propre parcours. Et ça va passer par lui donner de l'information sur les processus et les opportunités qu'il y a en entreprise,
ça va être également lui donner de la transparence et les possibilités qu'on lui offre, et à l'aider dans la construction de son projet professionnel. Cela va passer par les schémas qu'on a pu voir tout à l'heure, soit de la formation interne et externe, une visibilité par exemple au travers d'évaluations de 360, ou alors effectivement avec un accompagnement extérieur au travers du coaching, comme on a pu le voir dans la statistique tout à l'heure de la NDRH. Le responsable RH, en fin de compte, lui, il a un rôle qui est à la fois d'animateur dans ce processus de people review, et également il est accompagnateur de ces différents acteurs, dans le but d'essayer d'améliorer leurs pratiques et leur analyse sur les potentiels qu'il y a au sein de l'entreprise. Il est également, je dirais, le facilitateur. C'est lui qui va effectivement mettre en relation les personnes et également transmettre les bonnes informations pour qu'on puisse, là aussi, être dans l'accompagnement. Quatrième bonne pratique que l'on a identifiée, c'est de construire la démarche avec les intéressés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette gestion des talents n'est pas une affaire aujourd'hui de spécialistes. Cécile, est-ce que tu peux effectivement nous donner un petit peu la façon dont il faut structurer cette démarche de construction d'une revue des talents en amont du lancement de cette même Talent Review? Oui, bien sûr, Karl. Alors, il faut voir que cette démarche structurée doit correspondre à la vraie vie de l'entreprise. En effet, il va être nécessaire d'impliquer l'ensemble des opérationnels pour construire cette revue des talents et surtout pour amener de manière pérenne la mise en place des plans d'action vis-à-vis des talents et des collaborateurs ciblés. Ainsi, il va s'agir pour l'équipe RH de passer en revue l'ensemble des talents à travers l'évaluation. On va ainsi avoir un diagnostic individuel et également un diagnostic collectif. Sur le plan individuel, cette revue des talents va permettre de détecter les collaborateurs évolutifs, envisager des scénarios d'évolution pour ces collaborateurs et préparer la relève à court terme. Sur le plan collectif, on aura ainsi une vision globale de l'état des compétences présentes en entreprise. Cela permettra de mettre en place un plan d'action adapté et d'identifier des populations évolutives et sensibles. Ainsi, comme on l'a évoqué plusieurs fois, il est important de mettre en place des plans d'action une fois que les populations, les talents sont identifiés. Cette démarche implique pour les opérationnels une évaluation précise des talents. Il ne faut pas avoir un talent caché sous peine de le perdre et justement de ne pas le fidéliser. De la même manière, les RH doivent être challengeantes vis-à-vis des opérations, justement en essayant de mieux comprendre cette évaluation des talents pour justement par la suite mettre en place le meilleur des plans d'action possibles. Ainsi, la dernière bonne pratique est la mise en œuvre d'un contenu adapté. Il est important d'étayer la pratique avec les outils adaptés. La revue des talents peut être un véritable révélateur de l'ensemble du dispositif RH de l'entreprise. En effet, tous les dispositifs RH et tous les processus RH seront présents, que l'on soit en aval ou en amont de l'exercice. Et Karl, justement, est-ce que tu peux nous préciser quel est ce contenu ? Alors effectivement, la revue des talents, elle doit s'adapter bien sûr à la situation de l'entreprise, ça c'est primordial. En se positionnant, on a fixé en positionnant le curseur sur 5 axes. Le premier, c'est, comme on l'a dit précédemment, de bien préciser les populations qui sont concernées par ce dispositif. Dans un second temps, c'est là aussi le positionnement de la revue des talents au regard des entretiens annuels. On l'a vu, c'est au travers de cet entretien que le manager va être en capacité d'évaluer les compétences et les performances du collaborateur. Donc c'est vraiment une source d'input qui va derrière nous amener les éléments nécessaires à mieux analyser le potentiel d'un collaborateur et sa performance dans la revue des talents. Enfin, le troisième axe, ça va être effectivement de choisir un équilibre entre une revue des talents que l'on va développer sur l'aspect
développement du collaborateur et également dans l'optique de répondre aux enjeux de l'organisation. C'est-à-dire qu'au travers de cette revue des talents, on va également identifier un organigramme des remplaçants. On va également identifier les postes non pourvus. On va également avoir une vision du risque de perte de savoir si tel et tel talent quitte l'entreprise dans les jours à venir. Et enfin, on va effectivement avoir une visibilité à la rigueur sur les postes critiques. Quatrième axe sur lequel effectivement on peut se positionner au niveau de la revue des talents, c'est de la connecter avec les processus de développement. Et trop souvent, effectivement, on les met un peu de façon indépendante. Or, une revue des talents bien conduite va permettre aux acteurs RH de valider un petit peu les demandes de développement qui ont été émises et ou voire de les requalifier pour recentrer le développement du collaborateur par rapport à son positionnement que l'on souhaite lui mettre, enfin qu'il souhaite ou qu'on va développer pour lui au sein de l'entreprise. Enfin, je dirais que le cinquième axe, ça va être vraiment de clarifier ce niveau de confidentialité. Peu d'entreprises aujourd'hui sont transparentes sur ce qu'il y a dans la revue des talents, sur ce qui est abordé. Et effectivement, là, c'est un point de fragilité, dirons-nous, et il faut cette transparence vis-à-vis des managers. La qualité, effectivement, de la revue des talents est toujours dépendante, bien sûr, du niveau de confiance qu'il va y avoir entre la ligne RH qui l'anime et, effectivement, la ligne managériale qui, elle, y participe. La connaissance précise d'un talent par les acteurs RH fera toujours la différence aujourd'hui. Ils pourront éviter certains pièges, tels qu'un talent qui va être caché pendant cette revue, ou alors qu'une mobilité soit proposée à un collaborateur pour de mauvaises raisons. Voilà, on peut conclure sur ce principe qu'à l'issue d'une revue des talents, rien n'est terminé et effectivement, il y a encore plein de choses à mettre en place dans l'entreprise. Les plans individuels de développement, par exemple, doivent être mis en place en adéquation avec le collaborateur. Et derrière, lui, son manager, il va avoir un rôle plutôt de suivre les progrès réalisés par son collaborateur et de pouvoir derrière ajuster, dirons-nous, les plans d'action qui ont été définis entre le collaborateur et le manager sur son plan individuel de développement. Quelles sont les autres actions, Cécile, qui pourraient être mises en place au sein de l'entreprise suite à une revue des talents? Alors, on peut dire que le deuxième pilier sera la gestion des mobilités. En effet, les talents ne seront pas tous mobiles demain et il est important d'identifier les populations qui vont être amenées à bouger et justement de définir des plans d'action avec les managers dans le cadre de ces mobilités à venir. Ainsi, comme tu l'as évoqué, Karl, on va avoir un vivier de managers pour demain, mais aussi des rôles clés qui sont importants dans l'entreprise et des personnes qui pourront les remplacer. Et tout ça, il est fondamental de les voir et d'identifier ces publics prioritaires de manière concertée entre RH et managers. D'autre part, on va pouvoir gérer les opportunités. Oui, gérer les opportunités, mais comment? Tout d'abord avec le plan de recrutement qui sera justement beaucoup plus précis. Cela va permettre d'organiser les mobilités à venir et également de travailler sur la fidélisation de ses collaborateurs et de ses talents. Ainsi, pour conclure, on peut dire que le traitement informatisé de tout ou partie de la revue des talents est fondamental. C'est un des moyens et l'une des conditions qui est nécessaire pour une bonne exploitation du dispositif. La codification de l'ensemble des éléments doit permettre de saisir de façon simple et rapide les informations clés qui vont être recueillies. Cela va permettre de réaliser des requêtes pour évaluer les populations et ainsi mettre en place des plans d'action réellement définis pour ces talents. Voilà, nous avons terminé effectivement cette webconférence sur le sujet de la revue des talents. On a un petit peu débordé, mais on va essayer de prendre les 5 minutes qui nous restent pour répondre aux quelques questions présentes effectivement dans la zone qui vous avait été dédiée. On a quoi, Cécile?
On a Chantal qui nous pose une question sur comment peut-on facilement identifier nos viviers de talents présents en entreprise? Alors, pour identifier nos viviers de talents présents en entreprise, on peut s'appuyer sur l'élément qu'on a évoqué tout à l'heure, la performance et le potentiel du collaborateur. Donc c'est un outil qui est souvent appelé Ninebox Grid. Ce n'est pas facile à dire, mais c'est un outil qui est vraiment très utile. D'ailleurs, on l'a déployé chez ADP. Et c'est justement une cartographie rapide de l'ensemble des collaborateurs de manière très efficace pour réussir à identifier les différentes populations et mettre en place des plans d'action. Effectivement, au sein d'ADP, on l'a même développé effectivement sur cette notion de départ et impact afin de clairement faciliter la vision des potentiels qui sont à risque des départs et avec l'impact qu'il peut avoir au sein de l'entreprise. Tout à fait. Alors, je vois qu'on a une deuxième question de Thomas qui est quel est le rythme pour la revue des talents? Karl? Alors naturellement, on va partir effectivement sur un rythme, je dirais, annuel. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu à l'instant, on va, au travers de cette campagne d'entretien annuel, remonter un maximum d'informations, d'évaluation et de performance. Et donc, on va analyser nos hauts potentiels par rapport à l'année écoulée. On peut très bien avoir des situations où il y a eu des recrutements en cours sur cette année, et donc qu'un collaborateur puisse intégrer nouvellement cette revue des talents, mais également un collaborateur qui a un petit peu lâché le pli et ne rentre plus dans le cadre de ce « je suis un potentiel dans l'entreprise ». Et donc l'accompagner à reprendre ce rôle dans une revue des talents annuelle est effectivement plutôt intéressant. Après, si on est sur une entreprise plutôt stable, avec des effectifs qui ne bougent pas, effectivement, on peut se partir sur un rythme qui est plutôt sur 2 ans, mais voilà, la tendance est plutôt à un rythme annuel. Alors, on parcourt l'ensemble des questions que vous avez posées via le QNR. Il y avait une question qui était sur l'aspect et le lien de cause à effet entre la revue des talents et la marque employeur. Ce qui est pas mal, effectivement, c'est 2 approches qui sont un peu similaires. Il faut savoir que la marque employeur, elle est normalement définie, je dirais, sur 3 piliers, qui est donc l'identité employeur, l'image employeur, et puis également sur les pratiques employeurs. Et là, on rentre en plein dedans, effectivement, entre le lien marque employeur et Talent Review, puisque dans ces pratiques, on va pouvoir communiquer au sein de l'entreprise comme étant effectivement une entreprise qui met en avant et qui essaye de faire une évaluation de ses talents et de mettre en place les plans individuels de développement qui vont permettre de faire avancer les talents dans l'entreprise. Tout à fait. Karl, on a d'autres questions, notamment les managers n'ont naturellement pas le souhait de laisser partir leurs talents. Comment les convaincre? Alors, c'est une question qui est présente pour de nombreuses personnes. En effet, la rétention des talents dans l'équipe, c'est vraiment quelque chose de fondamental, mais il faut plutôt retenir les talents dans l'entreprise. Exactement, avoir une vision plutôt entreprise que simplement sur son service. On sera toujours à même de pouvoir développer de nouvelles compétences à des collaborateurs qui pourront prendre le poste de la personne qui a été promue au sein de l'entreprise. C'est ça. Et comme on l'a vu tout au long de ce webinaire, le fait de cacher un potentiel ou de ne pas vouloir le faire évoluer va conduire au départ de ce talent. Inactivement. Ouais. Et donc, on va là être sur le turnover, sur le fait de voir une ressource clé partir de l'entreprise, ce qui va entraîner un coût important. Donc, il faut d'une part sensibiliser les managers à ces risques, mais également leur montrer l'importance de développer les talents dans l'entreprise. Eh bien, écoutez, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cette webconférence. Déjà. Exactement, le temps est passé vite. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt pour un prochain sujet RH. Voilà. Merci à vous, bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.